Un père travailleur luttait pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais une injustice a tout changé en quelques secondes. Au moment le plus difficile, un témoin inattendu a décidé d'agir et a transformé la douleur en espoir. Deux mondes complètement différents se sont croisés dans une scène simple, mais qui allait façonner leur destin à jamais. Entre larmes, courage et nouvelles opportunités, quelque chose de bien plus grand que quiconque aurait pu imaginer est né. Avant d'écouter cette histoire émouvante de dépassement et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Le soleil se couchait déjà, teintant l'horizon d'un orange fatigué, lorsque la silhouette de Roger franchit la porte rouillée du garage. Ses mains calleuses et tachées de graisse tenaient celles de ses deux petits trésors, les jumeaux de 8 ans, Sofia et Luca, qui l'accompagnaient avec la résignation de quelqu'un qui comprenait déjà les difficultés de la vie. Il n'y avait personne à qui les confier en cette fin d'après-midi, et le vieux camion de la garderie était tombé en panne, un imprévu qui l'avait obligé à les conduire au travail. Roger, malgré la situation, conservait sa dignité intacte, un bouclier invisible contre les adversités qui persistaient à le poursuivre. À l'intérieur de l'entrepôt, une odeur d'huile et de métal se mêlait à l'atmosphère pesante. Monsieur Oliver, propriétaire de l'atelier de mécanique Rodas & Motores, s'ébouillonnait déjà de rage. Un client important avait annulé une intervention majeure, et la frustration de cette perte cherchait une cible. Ses petits yeux injectés de sang se posèrent sur Roger et les enfants. « Qu'est-ce que c'est, Roger? Tu crois que c'est une ère de jeu? Ça ne suffit plus d'être lent. Maintenant tu amènes des enfants pour te mettre en travers du chemin, » cria-t-il, sa voix résonnant parmi les outils et les voitures surélevées. Les autres mécaniciens, gênés, baissèrent la tête, évitant le regard de leur patron. Sofia et Luca, effrayés par la fureur de l'homme, serraient leur père encore plus fort. Des larmes coulaient sur leurs petits visages. Roger, la voix brisée, tenta de protester. « Monsieur Oliver, je suis désolé, c'était inattendu. Je n'avais personne à qui vous confier. » Mais le patron ne l'écoutait pas. Il pointa la porte du doigt, le visage rouge de colère. « Ça suffit, j'en ai marre de vos excuses et de vos problèmes. Vous êtes viré, Roger, viré. Faites vos bagages et fichez le camp. » La sentence tomba comme un coup de tonnerre, anéantissant le peu d'espoir que Roger nourrissait encore. Les jumeaux, en larmes, enlaçaient les jambes de leur père en sanglotant. Roger s'agenouilla, les serrant fort dans ses bras, essayant de les apaiser par des mots doux et une caresse dans leurs cheveux, tandis que l'humiliation publique le brûlait. Il sentait le poids du monde sur ses épaules, mais la sérénité avec laquelle il réconfortait ses enfants témoignait de sa force intérieure. À cet instant précis, de l'autre côté de la rue, une voiture de luxe s'arrêta. C'était un modèle importé, aux vitres teintées, contrastant fortement avec le paysage ouvrier. Au volant, Elena Vasconcelos, héritière et dirigeante d'un empire du transport, habituée à l'éclat des immeubles aux reflets chatoyants et au confort du cuir des voitures de luxe. Elle observait la scène avec une intensité qui la surprit. Au début, elle songea à détourner le regard et à poursuivre son chemin, mais quelque chose dans la dignité de cet homme, même au cœur de la plus profonde humiliation, la retenait. Sa façon d'apaiser ses enfants, l'amour inconditionnel qui débordait, touchait une corde sensible en elle, un cœur qui semblait parfois endurci par les pressions du monde des affaires. Elena ne détourna pas le regard. Au contraire, elle ressentit une irrésistible envie d'agir. Elle démarra la voiture, mais sans vouloir partir. Elle garda une distance discrète, suivant la petite famille qui marchait maintenant lentement sur le trottoir, les épaules voûtées de Roger, mais sa main tenant fermement celle de ses enfants. Ils s'arrêtèrent sur une place simple, où les balançoires grinçaient et le sable était usé. Roger s'assit sur un banc, ses enfants blottis contre lui, sanglotant encore doucement. Elena gara la voiture un peu plus loin et en sortit. Elle marcha vers eux, son élégance naturelle contrastant avec la simplicité du lieu. « Bonsoir », dit-elle d'une voix douce et naturelle. Roger leva les yeux, surpris, les larmes aux yeux. « Je m'appelle Elena Vasconcelos. J'ai vu ce qui s'est passé au garage. » Il haussa les épaules, gêné. « Vous n'avez pas à être gêné, » poursuivit-elle, un doux sourire aux lèvres. « C'est comme ça que j'ai vu comment vous vous occupiez de vos enfants. J'ai vu votre attitude, et j'ai besoin de quelqu'un comme vous en ma compagnie. » Roger la regarda incrédule. « Que veux-tu dire ? » « Mon entreprise de transport est en pleine expansion. Nous recherchons un superviseur mécanique, une personne avec une expérience pratique,
mais aussi doté de leadership et de valeur. Je vous propose un salaire 3 fois supérieur à ce que vous gagnez probablement. Une assurance maladie complète pour vous et vos enfants. Et surtout, une garderie gérée par l'entreprise pour que Sophia et Lucas puissent être en sécurité et bien pris en charge pendant votre travail. Ce n'était pas une aumône. C'était une marque de confiance, une reconnaissance de valeur à laquelle Roger ne se serait jamais attendu dans ce moment de désespoir. Ses yeux s'écarquillèrent et une lueur d'espoir longtemps latente se mit à briller. Sophia et Lucas, qui avaient cessé de pleurer, regardèrent la femme élégante avec une curiosité enfantine, sentant que quelque chose d'important se produisait. La vie, qui semblait s'être effondrée, venait d'ouvrir une porte inattendue, une invitation à un nouveau départ. La nuit qui suivit cette rencontre sur la place fut un tourbillon d'émotions pour Roger. L'incrédulité se mêlait à l'espoir, et l'espoir, à son tour, s'accompagnait d'une pointe d'appréhension. Mécanicien habitué à l'odeur de graisse et au rugissement des vieux moteurs, comment s'intégrerait-il dans le monde de verre et d'acier qu'incarnait Elena? L'image des immeubles imposants et des voitures rutilantes qu'elle conduisait lui semblait bien loin du sien. Mais la promesse d'un avenir meilleur pour Sophia et Lucas, la crèche d'entreprise, un salaire décent, autant d'ancrage trop fort pour être ignoré. Le lendemain, le cœur battant la chamade, Roger traversa la ville. Chaque feu rouge, chaque coin de rue, lui semblait un portail vers une réalité inconnue. Arrivé à l'adresse indiquée, il tomba sur un immeuble moderne au miroir reflétant le ciel bleu du matin. Il déglutit difficilement, se sentant comme un poisson hors de l'eau, mais le souvenir des sourires de ses enfants le stimula. Il fut accueilli à la réception avec un sourire chaleureux et une invitation à prendre un café. Peu après, Elena apparut élégante et souriante, dissipant toute trace de formalité à laquelle il aurait pu s'attendre. Elle le conduisit personnellement à travers un centre de maintenance qui le laissa sans voix. C'était un entrepôt spacieux et impeccablement organisé, doté d'équipements de pointe et d'une équipe travaillant avec précision. Roger, fort de sa vision pratique et de ses années d'expérience en atelier, comprit rapidement que, malgré la modernité de l'environnement, les principes d'une bonne mécanique étaient universels. En quelques semaines, Roger s'est non seulement adapté, mais a prospéré. Son expérience et son sens aigu du détail ont fait toute la différence. Il a mis en place un système de maintenance préventive qui a considérablement réduit les pannes de la flotte, organisé les stocks de pièces de manière logique et efficace, et avec une clarté surprenante, expliqué les indicateurs et les processus à l'équipe, gagnant le respect de tous. Plus qu'un simple superviseur, il était un leader naturel, sachant écouter et enseigner. Elena, à son tour, commença à inspecter l'entrepôt à une fréquence bien supérieure à celle de son emploi du temps. Attirée par la compétence indéniable de Roger, mais aussi par le calme et la sérénité qu'il dégageait, elle recherchait de plus en plus sa compagnie. Leurs conversations, d'abord strictement techniques, portant sur les moteurs et la logistique, se transformèrent bientôt en échanges plus approfondis sur la vie. Il a parlé des études qu'il a dû interrompre pour élever ses enfants, des sacrifices et des joies de la paternité. Elle, à son tour, a révélé la pression d'hériter d'un empire avant même d'avoir trouvé sa propre raison d'être, et la solitude qui accompagnait souvent le succès. Lors de ses visites chez les concessionnaires pour l'achat de nouveaux véhicules, la connaissance du terrain de Roger a déjoué les pièges des vendeurs et permis à l'entreprise de faire les meilleurs choix. Lors d'une présentation cruciale aux investisseurs, Roger fut invité à parler d'optimisation de flotte. Dans un langage simple et direct, il traduisit les coûts en fiabilité et les délais en avantages concurrentiels. L'Assemblée, habituée aux liens et au jargon financier, comprit qu'il s'agissait d'un leadership authentique, celui d'une personne qui s'exprimait avec l'autorité de quelqu'un qui comprenait véritablement le métier. Le respect pour lui grandissait de jour en jour, et Elena éprouva une fierté sourde, une admiration qui dépassait le cadre professionnel. Mais l'amour, ce sentiment qui ne demandait jamais la permission, commença à tisser ses liens entre des univers si distincts et allait bientôt être mis à l'épreuve. L'amour, telle une plante naissante d'un terreau inattendu, commença à fleurir entre Roger et Elena, non sans affronter les vents de la différence et des préjugés. La fête de fin d'année de l'entreprise fut le théâtre de ces sentiments mis à l'épreuve pour la première fois. Dans la salle élégamment décorée, musique douce et verres qui trinquaient, regards et murmures fusèrent. « Qui est-ce ? Théâtre nouveau superviseur ?» Si proche d'Elena,
Serait-ce de l'intérêt? Des questions non formulées flottaient dans l'air, tentant de les classer, de les faire rentrer dans des cases préétablies. Cependant, à la surprise de certains et au grand plaisir d'autres, Roger n'était pas seul. Ses collègues, qu'il avait conquis par sa compétence et son humilité, l'entourèrent d'une estime sincère. Mécaniciens, techniciens et même certains cadres s'approchèrent de lui pour le saluer. Échanger un mot, lui témoigner le respect qu'ils avaient développé pour lui. Ce geste de bienvenue servait de bouclier contre les regards indiscrets, démontrant que la valeur de Roger transcendait toute étiquette sociale. Mais le véritable test allait se produire dans le cercle intime d'Elena, sa famille. Un dîner était prévu dans l'imposante demeure des Vasconcelos, et Roger se prépara à ce qu'il savait être un interrogatoire à demi-mot. Des questions acerbes, déguisées en curiosité sur ses revenus, ses ambitions, sa compatibilité avec le monde d'Elena. La mère d'Elena, l'œil perspicace, s'enquit de ses projets d'avenir, et son père, homme d'affaires de longue date, s'enquit de ses origines. Roger, cependant, répondait à chaque question avec un calme inébranlable. Il parlait de ses enfants avec fierté, de son travail avec passion et de ses valeurs avec fermeté. « Les valeurs n'ont pas de nom de famille », disait-il en regardant le père d'Elena droit dans les yeux, lui faisant comprendre que sa dignité ne dépendait ni de l'héritage ni de la fortune. Sa réponse simple et profonde faisait taire les questions les plus tenaces. C'est alors qu'Elena, sentant la tension et le besoin de clarté, exprima à voix haute ce qu'elle avait déjà dans le cœur. D'une voix ferme, les yeux fixés sur ses parents, elle déclara « Cette histoire n'est pas une histoire de charité, mais une histoire de rencontre. C'est l'union de deux êtres qui s'admirent et se respectent. » Ces mots, empreints de conviction, dissipèrent les derniers nuages de méfiance. Ce n'était ni un caprice, ni un geste de bienveillance. C'était la reconnaissance d'un lien profond et authentique. Au fil du temps, l'expertise stratégique de Roger, ses analyses des itinéraires, des marges bénéficiaires et de la logistique, a démantelé les préjugés qui subsistaient encore au sein du cercle plus réfractaire de la famille et des investisseurs. Il n'était pas seulement un mécanicien talentueux, c'était un visionnaire, capable de voir au-delà des évidences et de proposer des solutions innovantes. Progressivement, leur amour cessa d'être une affaire de mondes différents, pour devenir une célébration de leurs qualités complémentaires, une force qui les unissait et les renforçait. Mais la vie, toujours pleine de surprises, leur réserva un tournant qui allait mettre leur union à rude épreuve. L'entreprise d'Elena, sous la surveillance de Roger, prospérait. La flotte venait d'être agrandie, et l'efficacité opérationnelle atteignait des niveaux sans précédent. Cependant, le succès suscite parfois l'envie et la malveillance. L'ancien patron de Roger, M. Oliver, blessé dans son orgueil par l'ascension fulgurante de son ancien employé et la prospérité de l'entreprise d'Elena, élabora un plan machiavélique pour saboter l'opération. Par l'intermédiaire d'un intermédiaire, Oliver a commencé à introduire des pièces usagées et de mauvaise qualité dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise de transport. L'intention était claire, provoquer des pannes mécaniques, retarder les livraisons et, par conséquent, ternir la réputation de l'entreprise et, par conséquent, celle de Roger. Au début, les problèmes étaient subtils. Un pneu qui s'usait plus vite que d'habitude, un filtre qui devait être changé plus tôt que prévu, de petites anomalies qui, prises isolément, pouvaient être attribuées au hasard. Mais Roger, grâce à son œil exercé et à son esprit d'analyse, a décelé des schémas récurrents. Il a constaté une usure inexpliquée sur des composants qui auraient dû avoir une durée de vie plus longue. Les calendriers d'entretien, jusque-là d'une précision méticuleuse, ont commencé à présenter des incohérences. Au lieu de faire des histoires, Roger a agi avec discrétion et méthode. Il savait qu'une accusation infondée pouvait faire plus de mal que de bien. Il a donc mis en place des contrôles stricts de la chaîne de traçabilité pour toutes les pièces entrant dans l'entrepôt. Il a numéroté les scellés, vérifié chaque entrée et sortie et installé des caméras de sécurité à des points stratégiques de l'entrepôt en se concentrant sur les zones de réception et de stockage. Peu à peu, le stratagème commença à se dévoiler. Des caméras filmèrent l'intermédiaire, livrant des cartons sans identification appropriée, et les scellés numérotés révélèrent le remplacement de pièces usagées par des pièces neuves. Roger rassembla les preuves avec patience et minutie, constituant un dossier irréfutable. Confronté aux preuves, le messager, un jeune homme naïf recruté par Oliver, avoua toute l'affaire
et révéla le nom du commanditaire du sabotage. Cette révélation fut un choc pour l'équipe, mais la gestion de la situation par Roger démontra son leadership et son intégrité. Plutôt que d'exposer le messager à la vue du public, Roger s'assura qu'il reçoive des conseils pour prendre un nouveau départ, loin du crime, lui offrant ainsi une chance de rédemption. Quant à M. Oliver, l'ancien patron, sa tentative de sabotage fut révélée au grand jour, et il devint un piètre exemple de leadership sur le marché, perdant clients et crédibilité. L'entreprise d'Elena, en revanche, en sortit renforcée. Les contrats furent préservés, la réputation se consolida encore, et la confiance en Roger, tant de la part d'Elena que des investisseurs, atteignit un niveau inédit. La tempête était passée et leur lien se révéla inébranlable. Prêt pour la suite. La révélation du sabotage et la manière dont Roger l'a révélé ont consolidé sa position au sein de l'entreprise et, plus important encore, dans le cœur d'Elena. Leur admiration professionnelle s'était transformée en un amour profond et inconditionnel. Un amour qui ne demandait pas la permission, qui ne se souciait pas des différences d'origine, mais qui était nourri par l'admiration et le respect mutuel. Cette période mouvementée, ironiquement, les a rapprochés encore davantage. Les longues heures, les discussions stratégiques et les nuits blanches passées à démanteler le plan d'Oliver les ont soudés comme peu d'expérience peuvent le faire. Ils sont devenus une équipe, non seulement au travail, mais aussi dans la vie. Roger, porté par le soutien inconditionnel d'Elena et sa confiance en son potentiel, a décidé de reprendre ses études. L'université, un rêve repoussé pendant tant d'années, est devenu réalité. Il s'est inscrit à un programme du soir en ingénierie de production, conciliant cours, responsabilité professionnelle et bien sûr paternité. Elena l'a encouragé à chaque étape, l'aidant à gérer son emploi du temps, à réviser ses devoirs et à être son plus fervent soutien. Tandis que Roger se consacrait à ses études, Elena a trouvé un nouveau sens à sa vie. L'entreprise, qui n'était auparavant qu'un héritage à préserver, est devenue un vecteur d'impact sur la vie des gens. Inspirée par l'histoire de Roger et les besoins de Sofia et Lucas, elle a agrandi la crèche de l'entreprise, la transformant en un modèle de soins et d'éducation. Elle a également mis en place un programme de bourse pour les employés et leurs enfants, garantissant ainsi que l'accès à l'éducation ne soit pas un privilège, mais un droit. Les jumeaux Sofia et Lucas s'épanouissaient dans ce nouvel environnement. La garderie d'entreprise était un espace sûr et stimulant, où ils se faisaient des amis et apprenaient par le jeu. Ils regardèrent leur père étudier le soir. Leur mère travaillait avec passion et comprenait que le travail acharné et le dévouement étaient récompensés. La présence d'Elena dans leur vie devenait de plus en plus naturelle et l'affection qu'elle leur témoignait était réciproque. La vie continuait, tissant une tapisserie de moments heureux et de réussite. L'amour entre Roger et Elena mûrissait, et l'idée de fonder une famille, d'unir officiellement leur destin, commençait à émerger dans leurs conversations. La question n'était pas de savoir si, mais quand. Puis vint le geste qui allait lier leur destin inextricablement. Sur cette même petite place où le chômage se mêlait aux larmes des enfants, où Elena avait tendu la main à Roger, ils préparèrent une surprise. Ils accrochèrent des photos des moments qui les avaient conduits là. Leur premier jour dans le nouvel entrepôt, la présentation réussie de Roger aux investisseurs, la fête de l'école des jumeaux, leurs mains serrées à l'entrée de la garderie. Chaque image était un chapitre de leur histoire, un témoignage de résilience et d'amour. Le soleil se couchait à nouveau, teintant le ciel de douces teintes, tandis que Roger s'agenouillait. Sofia et Lucas, complices de cet instant magique, dispersaient des pétales de fleurs au sol. La simple bague, ornée de 3 pierres délicates, symbolisait leur union, nous deux et eux deux. La question, formulée d'une voix étranglée par l'émotion, se fit en quelques mots. La réponse d'Elena fut un « oui », rieur et baigné de larmes, un « oui », qui scellait non seulement leur engagement, mais aussi la certitude qu'ils avaient trouvé un sens profond l'un à l'autre. Le mariage de Roger et Elena fut un événement qui, pour beaucoup, symbolisait l'union de 2 mondes. Mais pour eux, c'était la célébration d'un univers unique et vibrant qu'ils avaient construit ensemble. La cérémonie, qui se déroula dans un jardin fleuri, était simple et élégante, reflétant l'essence de ces 2 univers. Sofia et Lucas, rayonnants, étaient les garçons d'honneur, portant les alliances avec le sérieux et la joie de ceux qui comprenaient l'importance de ce jour. Les alliances, gravées de la phrase « us » et au doigt, étaient un rappel constant du lien qui les unissait. La vie à 4 est devenue une symphonie de routines partagées, de rires et de défis relevés ensemble.
La maison, autrefois silencieuse pour Elena, résonnait désormais de l'énergie des jumeaux et de la présence chaleureuse de Roger. Les soirées d'études autrefois solitaires de Roger bénéficiaient désormais de la compagnie et du soutien d'Elena, qui l'aidait à réviser et à rester concentré. De son côté, il apportait à sa vie de famille le même dévouement et le même sens pratique qu'au travail, transformant les petits problèmes en solutions créatives. Les années passèrent et Roger obtint son diplôme d'ingénieur de production avec mention. Son ascension au sein de l'entreprise fut naturelle et méritée. De superviseur mécanique, il devint directeur des opérations. Sa vision stratégique et ses qualités de leader furent cruciales pour l'expansion de l'entreprise sur de nouveaux marchés et la mise en œuvre de technologies innovantes. L'entreprise de transport, autrefois un empire consolidé, sous la direction conjointe d'Elena et de Roger, devint un modèle d'innovation et de responsabilité sociale. Elena, aux côtés de Roger, a trouvé une nouvelle dimension à son leadership. Elle s'est engagée dans des causes sociales, militant pour l'éducation et l'inclusion sur le marché du travail. La crèche d'entreprise, initialement une solution pour Sofia et Luca, est devenue un projet pilote reproduit dans d'autres entreprises, témoignant de son engagement pour le bien-être des employés et de leurs familles. Sofia et Luca sont devenus des jeunes brillants et déterminés. Sofia, forte de l'intelligence et de la sensibilité de sa mère, a étudié l'architecture, rêvant de créer des espaces inspirants et accueillants. Luca, passionné de mécanique et doté d'un esprit d'analyse, a opté pour l'ingénierie automobile, souhaitant développer des technologies de transport plus durables. Tous deux ont conservé les valeurs d'humilité, de travail acharné et d'empathie qu'ils ont apprises à la maison. La famille, au début si improbable, devint un pilier de force et d'inspiration. Roger et Elena, main dans la main, envisagèrent l'avenir avec la certitude d'avoir bâti quelque chose de grand, non seulement en termes de réussite professionnelle, mais surtout en termes d'amour, de famille et d'héritage. Cet amour né sur une place, sous le regard d'un soleil fatigué, était devenu la lumière qui guidait leur chemin, prouvant que les vraies rencontres ignorent les différences, mais célèbrent la beauté de l'unité. Les années continuaient de tisser leur toile, et Roger et Elena, désormais aux cheveux argentés, observaient avec un mélange de fierté et de tendresse la vie de leurs enfants se dérouler. Sofia, diplômée d'architecture, construisait non seulement des bâtiments, mais créait aussi des liens entre les communautés, concevant des espaces publics favorisant l'inclusion et la durabilité. Luca, brillant ingénieur automobile, dirigeait une équipe de recherche et développement travaillant sur des véhicules électriques et autonomes qui promettaient de révolutionner les transports, toujours soucieux de leur efficacité et de leur impact environnemental. L'entreprise de transport, désormais dirigée par une nouvelle génération de managers, formée par Roger et Elena, a poursuivi sa croissance, mais avec un esprit différent. Elle est devenue un pôle d'innovation et de responsabilité sociale, illustrant comment réussite financière et impact social positif peuvent aller de pair. La garderie d'entreprise, le programme de bourse et les initiatives de développement professionnel de l'entreprise se sont développés, devenant un modèle pour d'autres entreprises. Roger et Elena, tout en siégeant toujours au conseil d'administration de l'entreprise, ont commencé à consacrer davantage de temps à leurs projets personnels et à la philanthropie. Ils ont créé une fondation qui soutenait les jeunes talents issus de communautés défavorisées, leur offrant mentorat, ressources et opportunités pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, tout comme Roger avait pu le faire. Ils ont voyagé et découvert de nouveaux passe-temps et, surtout, apprécié la compagnie de l'autre, ravivant les souvenirs qui les avaient amenés ici. Un après-midi, assis sur un banc sur la petite place même où tout avait commencé, Roger et Elena regardèrent les enfants jouer. Le soleil, une fois de plus, teintait le ciel d'orange et de violet, mais désormais, au lieu de l'épuisement, un sentiment d'accomplissement régnait. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda Elena en posant sa tête sur l'épaule de Roger. « Tu as eu l'impression que c'était la fin du monde. » Roger sourit en lui serrant la main, et pour moi, c'était le début de tout. « Tu m'as donné une chance, Elena, une chance de recommencer, de rêver à nouveau. »« Et on s'est donné une chance, Roger !» se corrigea-t-elle en le regardant avec des larmes aux yeux. « J'étais perdu aussi, d'une certaine manière. Tu m'as montré que la vie ne se résume pas à des chiffres et des rencontres. Tu m'as montré la valeur de la simplicité, de la dignité et du véritable amour. » Ils restèrent assis en silence un instant, s'imprégnant de la beauté de l'instant et de la profondeur de leur parcours.
Leur histoire ne se résumait pas à surmonter l'adversité ou à bâtir un empire. Elle parlait du pouvoir de l'amour qui transcende les barrières, de la capacité à trouver le bonheur dans les endroits les plus inattendus et de l'héritage de valeurs qu'ils avaient laissées à leurs enfants et au monde. Cette rencontre sur la place, qui semblait un point final, avait en réalité été la première ligne d'une vie extraordinaire, écrite à 4 mains et avec le cœur. L'histoire de Roger et Elena, née d'une rencontre improbable sur une place, est devenue une légende murmurée dans les couloirs de l'entreprise et une lueur d'espoir pour beaucoup. Ce n'était pas seulement un récit de réussite commerciale, mais un témoignage vivant que la dignité, l'amour et la persévérance peuvent briser les barrières sociales les plus rigides. Leurs enfants, Sofia et Luca, ont grandi baignés dans cette philosophie et, à chaque projet entrepris, à chaque innovation mise en œuvre, ils ont conservé l'essence des valeurs transmises par leurs parents. Au fil des ans, la fondation créée par Roger et Elena a prospéré, devenant un catalyseur de transformation sociale. Inspirés par le parcours de Roger, des jeunes issus de milieux modestes ont trouvé en elle non seulement un soutien financier, mais aussi un mentorat et un sentiment d'appartenance. Ils ont vu en Roger et Elena la preuve que le talent et le dévouement combinés à l'opportunité peuvent changer le destin. À chaque réussite d'un jeune soutenu par la Fondation, Roger et Elena ont ressenti les répercussions de leur propre parcours, un écho de gratitude et d'espoir. Au cours de leurs dernières années, Roger et Elena ont trouvé une profonde sérénité. Les inquiétudes concernant l'avenir de l'entreprise ou les pressions sociales avaient laissé place à une paix que seul le temps et les expériences partagées peuvent apporter. Ils passaient leur journée à un rythme plus lent, profitant de longues promenades, de lectures et de la compagnie de l'autre. La maison, désormais plus calme avec leurs enfants adultes et indépendants, était remplie de souvenirs de rire et de la promesse d'un amour qui s'approfondissait à chaque aube. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient assis dans leur jardin, contemplant les fleurs qu'Elena avait si amoureusement entretenues, Roger lui prit la main. « Tu sais, Elena, dit-il doucement, parfois je me dis que tout aurait pu être différent. Si tu ne t'étais pas arrêtée sur cette place, si je n'avais pas eu le courage de demander de l'aide. » Elena sourit, son regard croisant le sien. « Mais tu t'es arrêtée et moi aussi. Et le courage, Roger, était toujours en toi. Je n'ai fait que l'allumer. Le destin nous a réunis, mais c'est notre amour qui a construit tout cela. » Ils restèrent silencieux, les mains jointes, le regard perdu dans le lointain. Aucun regret, seulement de la gratitude pour une vie bien remplie, pour un amour qui défiait les attentes et pour un héritage qui continuerait d'inspirer des générations. L'histoire de Roger et Elena n'était pas qu'un conte de fées moderne. Elle prouvait que l'amour véritable, la dignité et la capacité à voir au-delà des apparences sont les piliers les plus solides pour construire une vie extraordinaire. Ainsi, certains d'avoir vécu une vie digne d'être racontée, ils continuèrent à savourer chaque instant, l'un à côté de l'autre, jusqu'à la fin de leur jour. Le départ de Roger et Elena, bien qu'inévitable, n'était pas une fin, mais une transition. Ils sont partis avec la sérénité de ceux qui ont vécu une vie bien remplie, laissant derrière eux non seulement une entreprise florissante et des fondations transformatrices, mais surtout un héritage d'amour, de dignité et de résilience. L'histoire de la façon dont un mécanicien au chômage et une femme d'affaires prospère ont bâti un empire de valeurs est devenue un récit inspirant, transmis de génération en génération, non seulement au sein de leur famille, mais aussi dans toute la communauté qu'ils ont touchée. Sofia et Luca, désormais adultes et leaders dans leurs domaines respectifs, ressentaient l'absence physique de leurs parents, mais la présence de leurs enseignements était plus forte que jamais. Sofia, avec son architecture humanisée, a continué à concevoir des espaces reflétant la foi de ses parents en l'égalité et la beauté de la diversité. Ces projets ne se résumaient pas à des structures en béton et en verre, mais plutôt à des environnements favorisant l'interaction, l'apprentissage et le bien-être, toujours avec la touche artistique et la sensibilité héritée d'Elena. Luca, à son tour, a porté la passion de son père pour la mécanique et l'innovation à de nouveaux sommets. Son entreprise de technologie automobile, née de sa vision d'un avenir plus durable, a développé des véhicules non seulement à faible empreinte carbone, mais aussi abordables et performants, démocratisant ainsi les transports propres. Il se souvenait souvent des leçons de Roger sur l'importance de chaque vis, de chaque détail, et il appliquait cette minutie à chaque prototype, à chaque ligne de code. Sous la direction dévouée de Sofia et Luca,
La Fondation Roger et Elena a étendu son rayonnement, devenant un pôle d'attraction pour les jeunes talents à travers le pays. Elle a mis en place des programmes d'échange, des bourses dans des universités prestigieuses et des incubateurs de projets favorisant l'innovation sociale. Chaque année, des centaines de jeunes, souvent issus de milieux similaires à celui de Roger, ont trouvé dans la Fondation l'opportunité de réaliser leurs rêves, portant en eux la flamme de l'espoir et de la dignité. Lors de l'événement annuel de la Fondation, Sofia et Lucas sont montés sur scène pour partager un message. Lucas, la voix étranglée par l'émotion, a déclaré « Nos parents nous ont appris que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son origine ou sa fortune, mais dans sa personnalité, dans sa capacité à aimer et à changer le monde. » Sofia a ajouté avec un sourire tendre « Ils nous ont montré que l'amour ne connaît pas de frontières, que la dignité est non négociable et qu'avec la foi et le travail acharné, nous pouvons construire un monde plus juste et plus accueillant pour tous. » Le public, composé de bénéficiaires de la Fondation, d'employés de l'entreprise et d'amis de la famille, a accueilli une ovation debout, les yeux embués de larmes. L'histoire de Roger et Elena n'était pas qu'un souvenir. C'était une force vive, un héritage qui continuait d'inspirer, d'émouvoir et de transformer. Ainsi, l'amour né sur une place, sous le soleil las, a continué de briller, illuminant le chemin de nombreuses générations, prouvant que certaines histoires sont éternelles. Des décennies ont passé depuis la disparition de Roger et Elena, mais la flamme qu'ils ont allumée ne s'est jamais éteinte. Leur histoire d'amour et de résilience a transcendé le temps, devenant plus qu'un souvenir. Elle est devenue un pilier culturel, un conte de fées moderne raconté dans les écoles, lors de conférences de motivation et, plus intimement, lors des réunions de famille. La place où tout a commencé, autrefois lieu de désespoir pour Roger, a été revitalisée et rebaptisée Plaza do Encontro, place de la rencontre, avec une simple plaque racontant l'essence de son histoire, invitant chacun à croire au pouvoir de la dignité et de l'amour. Sofia et Lucas, désormais grands-parents, ont vu avec fierté la troisième génération de leur famille prendre les rênes de la Fondation Roger et Elena. Leurs petits-enfants, imprégnés des mêmes valeurs, ont étendu le rayonnement de la Fondation au-delà des frontières de leur pays, offrant des opportunités d'éducation et de développement aux jeunes du monde entier. L'entreprise de transport, qui avait autrefois été le théâtre de l'ascension de Roger, est restée un géant du secteur, mais dispose désormais d'une flotte entièrement durable et d'une culture d'entreprise privilégiant le bien-être des employés et l'impact social. Par un jour de printemps, Sofia et Lucas, avec la sagesse et la sérénité que seul l'âge peut apporter, étaient assis sur un banc de la place du rassemblement. Le soleil de l'après-midi leur réchauffait le visage et la douce brise apportait les rires des enfants qui jouaient à proximité. « C'est incroyable, n'est-ce pas, Lucas ?» dit Sofia avec un sourire mélancolique. « Tout a commencé ici. Une décision, un acte de gentillesse et regarde où nous en sommes. » Lucas hocha la tête, le regard fixé sur la plaque portant le nom de ses parents. « Ils nous ont donné plus qu'un héritage matériel, Sofia. Ils nous ont donné un but, un guide pour la vie. Avec chaque jeune que la Fondation aide, avec chaque innovation que notre entreprise met en œuvre, je ressens leur présence. » Ils se souvenaient des dîners de famille, des leçons de vie dissimulées sous les conversations quotidiennes, de l'amour inconditionnel que leurs parents leur avaient témoigné. Roger et Elena n'avaient pas seulement bâti une vie ensemble. Ils avaient semé un jardin de possibilités, dont les fruits continuaient de les nourrir et de les inspirer. Leur histoire nous a rappelé durablement que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la capacité d'aimer, de pardonner, de lutter pour un idéal et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Elle a prouvé qu'une simple rencontre, empreinte d'empathie et de courage, peut déclencher une chaîne d'événements qui transforme non seulement des vies individuelles, mais aussi le tissu social tout entier. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel des couleurs vibrantes d'un nouveau départ, Sofia et Lucas se tenaient debout, main dans la main. La place du rendez-vous, autrefois scène d'incertitude, vibrait désormais de l'énergie d'un héritage éternel. L'histoire de Roger et Elena était terminée, mais leur esprit, leur amour et leur message d'espoir continueraient de résonner, sans fin à travers les générations. La place de la rencontre, avec sa plaque discrète et ses arbres feuillus, devint plus qu'un simple repère physique. Elle devint un sanctuaire de souvenirs, un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient l'inspiration.
Il n'était pas rare de voir de jeunes couples assis sur ces bancs, partageant leurs rêves et leurs espoirs, ou des élèves des écoles voisines, écoutant attentivement les récits des guides locaux sur la mécanicienne et femmes d'affaires qui avaient changé leur vie et celle de toute une ville. La légende de Roger et Elena, comme on l'a surnommé, a été immortalisée dans des livres, des pièces de théâtre et même un documentaire explorant les liens entre amour, entrepreneuriat social et transcendance sociale. Leur histoire n'était pas seulement une réussite, mais une philosophie de vie qui a imprégné la culture locale et s'est propagée au-delà. Les mots « dignité »,« sans opportunité » et « amour inconditionnel » sont devenus synonymes de leur héritage, résonnant dans les discours de remise de diplômes et les réunions du conseil d'administration. La Fondation Roger et Elena, devenue une institution mondiale, est restée une source d'espoir. Ces programmes de mentorat et de bourse ont créé un réseau de leaders et d'innovateurs qui, à leur tour, ont inspiré les nouvelles générations. Nombre de bénéficiaires de la Fondation, après avoir connu le succès, sont revenus offrir leur temps et leurs ressources, perpétuant ainsi le cycle de générosité et de soutien initié par Roger et Elena. C'était la preuve vivante qu'un acte de bonté, aussi petit soit-il, peut avoir un impact qui s'étend sur des siècles. Dans un futur lointain, où les villes étaient plus vertes et où la technologie avait radicalement transformé la vie humaine, la place de la rencontre demeurait intacte, une oasis d'histoire et de sens. Grâce à leurs appareils de réalité augmentée, les enfants pouvaient voir Roger et Elena assis sur le banc, revivre l'instant de leur première rencontre, ressentir l'émotion de ce jour qui a tout changé. Leur histoire n'était plus seulement un souvenir, mais une part intrinsèque de l'identité de ce lieu et de ses habitants. Elle prouvait que le véritable amour ne se limite pas à la vie de deux personnes, mais s'épanouit, s'enracine et s'épanouit pour former un héritage qui transcende le temps et les générations. Roger et Elena, bien qu'absents physiquement, vivaient dans le sourire de chaque enfant sur la place, dans chaque jeune qui trouvait sa voie grâce à la Fondation et dans chaque cœur convaincu que la dignité et l'amour sont les forces les plus puissantes de l'univers. Ainsi, l'histoire née d'une simple rencontre devint un chant éternel, chanté par le vent qui soufflait dans les arbres de la place. Ce lieu de rencontre, aujourd'hui classé au patrimoine mondial, était un témoignage silencieux de la capacité humaine à transformer l'adversité en triomphe. Ces bancs de bois, autrefois de simples sièges, symbolisaient désormais un amour qui défiait les conventions et inspirait une révolution silencieuse des valeurs. Des visiteurs du monde entier venaient de ressentir l'énergie de ce lieu et comprendre comment une rencontre fortuite pouvait avoir des conséquences aussi profondes et durables. La Fondation Roger et Elena, sous l'impulsion d'une nouvelle génération de visionnaires, était devenue un modèle mondial de philanthropie et de développement social. Ces programmes offraient non seulement éducation et opportunités, mais encourageaient également une culture d'empathie, de résilience et d'innovation. La philosophie de la Fondation, fondée sur les principes de dignité, de respect et de confiance dans le potentiel de chaque individu, était enseignée dans les universités et appliquée dans les entreprises du monde entier. Elle prouvait que le succès ne se mesurait pas seulement au profit, mais aussi à l'impact positif que chacun laissait sur le monde. L'entreprise de transport qui avait vu naître l'ascension de Roger est restée un modèle d'innovation et de durabilité. Ces véhicules autonomes à énergie renouvelable reliaient les villes et les cultures. Mais son véritable héritage résidait dans la manière dont elle traitait ses employés. Inspirée par la garderie d'Elena et les programmes de développement de Roger, l'entreprise offrait un environnement de travail valorisant l'épanouissement personnel, l'inclusion et le bien-être, devenant ainsi un exemple de responsabilité d'entreprise. Dans un futur encore plus lointain, où l'intelligence artificielle et la biotechnologie avaient redéfini l'existence humaine, l'histoire de Roger et Elena demeurait un rappel essentiel de l'essence même de l'humanité, face à des avancées technologiques menaçant parfois de déshumaniser. La légende du mécanicien et de la femme d'affaires servait de contrepoint, d'ancrage nous rappelant l'importance des liens humains, de la compassion et de l'amour. Les enfants du futur, dotés de leurs implants neuronaux et d'un accès instantané à une multitude d'informations, étaient encore captivés par la simplicité et la profondeur de ce récit. Ils apprirent que, quelles que soient les machines qu'ils construisaient ou les mondes qu'ils exploraient, le véritable progrès résidait dans la capacité à prendre soin les uns des autres,
à reconnaître la dignité de chaque être et à construire des ponts là où se dressaient autrefois des murs. L'histoire de Roger et Helena n'était pas seulement un témoignage du passé, c'était un guide pour l'avenir. Une mélodie éternelle qui résonnait à travers les siècles, rappelant à tous qu'au cœur de chaque grande réussite se trouve une rencontre, un acte d'amour et le courage de rêver. Ainsi, la place de la rencontre baignée de la lumière d'un soleil qui ne se lassait jamais de témoigner de la beauté de la vie, continuait d'inspirer, d'enseigner et de perpétuer la plus belle des vérités, l'amour. Dans sa forme la plus pure, est la force la plus puissante et la plus durable de l'univers. Dans un futur si lointain que les étoiles semblaient plus proches et que l'humanité avait colonisé d'autres planètes, la légende de Roger et Helena n'était pas seulement une histoire mais un archétype, le lieu de rencontre. Bien que désormais une simulation holographique parfaite sur d'innombrables planètes et stations spatiales conservait son essence, qu'il rappelait constamment que, quels que soient les progrès de la technologie, les racines de l'existence humaine résidaient dans l'empathie, la connexion et la capacité à percevoir la valeur de chaque individu. La Fondation Roger et Helena, désormais une entité intergalactique, opérait à l'échelle cosmique, proposant des programmes de développement et d'intégration aux diverses espèces et cultures ayant rejoint la Fédération humaine. La philosophie de cette rencontre était à la base des traités de paix et des politiques de coexistence, enseignant que la véritable prospérité résidait dans la collaboration et le respect mutuel, et non dans la domination ou la compétition. Les principes de dignité et d'opportunité, autrefois appliqués à une seule cité, guidaient désormais la construction de sociétés dans des galaxies lointaines. L'ancienne compagnie de transport, devenue une société de mobilité interplanétaire, restait un modèle de gouvernance éthique. Ces vaisseaux, propulsés par une énergie propre et pilotés par des équipes multiculturelles, transportaient non seulement des biens et des personnes, mais favorisaient également les échanges culturels et la compréhension entre les mondes. La culture du bien-être des employés, initiée par Helena et Roger, était un pilier fondamental garantissant que, même lors de voyages à des années-lumière, le bien-être et le développement personnel de chaque membre d'équipage étaient prioritaires. Dans ce futur où la vie elle-même pouvait être façonnée et la conscience transférée, la simplicité de l'histoire de Roger et Helena résonnait avec une profondeur encore plus grande. Dans un univers aux possibilités infinies et aux complexités technologiques, l'histoire d'un mécanicien et d'une femme d'affaires qui trouvèrent l'amour et un but dans un espace terrestre était un phare pour l'humanité. Elle nous rappelait que, derrière toute la grandeur de la civilisation, se cachaient des sentiments primordiaux qui donnaient un sens à toute chose. Le désir d'être vu, d'être aimé et d'appartenir à un groupe. Les enfants du futur, capables de voyager virtuellement en tout point de l'univers ou d'accéder au savoir de tous les âges, se rassemblaient encore pour entendre la légende de la rencontre. Ils apprirent que s'ils pouvaient construire des villes sur des astéroïdes et percer les secrets du cosmos, leur plus grande réussite résidait dans la capacité de construire des ponts entre les cœurs, de guérir les blessures et de cultiver un amour qui, comme les étoiles, brillerait éternellement. Et ainsi, l'histoire de Roger et Helena, qui a commencé avec un simple banc sur une place, est devenue un mythe fondateur. Un chant universel qui a résonné à travers le temps et l'espace, rappelant à tous les êtres, dans chaque coin de l'univers, que l'amour, la dignité et l'espoir sont les véritables forces motrices de toute existence. Dans la vaste et complexe tapisserie de l'univers, où les civilisations prospéraient et déclinaient au gré des cycles cosmiques, la légende de la rencontre de Roger et Helena s'était imposée comme l'un des piliers de la Fédération intergalactique. Ce n'était pas seulement une histoire, mais un code moral, un rappel constant que la grandeur d'une civilisation ne se mesurait pas à ses prouesses technologiques ou à son expansion territoriale, mais à la profondeur de sa compassion et à l'équité de ses sociétés. Sur l'une des planètes les plus lointaines, Xylos, un monde de cristaux luminescents et d'océans de brume, une jeune exploratrice nommée Lyra s'apprêtait à entreprendre sa première mission pour contacter une nouvelle espèce. Lyra, comme tous les enfants de la Fédération, avait grandi en écoutant l'histoire de Roger et Helena. Pour elle, ce lieu de rencontre n'était pas une simple simulation historique, mais un lieu réel, né dans son imagination, où la graine de la coexistence avait été semée. Avant de partir, Lyra visita le sanctuaire de la mémoire,
une vaste bibliothèque de données holographiques contenant l'histoire complète de l'humanité. Elle chercha la section consacrée à Roger et Helena. Là, au milieu des projections saisissantes de la Terre antique, elle vit la place, les bancs, le soleil de l'après-midi. Elle vit Roger avec son regard là, et Helena avec sa douce détermination. Lyra ressentit un lien profond avec ces deux êtres venus d'un passé si lointain, dont les vies simples avaient eu un impact si monumental. Ils nous ont appris que chaque rencontre est une opportunité, se murmura Lyra, répétant l'une des maximes de la philosophie de la rencontre. Une opportunité de comprendre, d'aider, de construire. Sa mission sur Xylos était délicate. L'espèce indigène, les luminaires, étaient des êtres éthérés de lumière et de son, dotés d'une culture radicalement différente de celle des humains. Des tensions, des malentendus et un risque de conflit existaient. Mais Lyra, armée non seulement de protocoles diplomatiques avancés, mais aussi de la sagesse ancestrale de Roger et Helena, se sentait prête. Elle savait que la clé ne résidait pas dans l'imposition de la vision humaine, mais dans la recherche d'un point de connexion, d'une rencontre, des esprits et des cœurs. À son arrivée à Xylos, Lyra ne se lança pas dans des négociations complexes ni dans des démonstrations de pouvoir. Elle chercha plutôt à comprendre, à observer et surtout à écouter. Elle se souvint comment Helena avait su voir au-delà des apparences de Roger et comment celui-ci avait accepté son aide avec dignité. Lyra projeta une image de la place de rencontre pour les luminaires, expliquant l'histoire qui se cachait derrière, la simplicité d'un geste qui avait changé le destin. Les luminaires, être dotés d'une profonde intuition, percevaient la vérité et la pureté de ce récit. L'histoire de Roger et Helena, dépouillée des complexités technologiques, parlait directement de l'essence même de leur existence, la quête d'harmonie et de connexion. Et ainsi, sur une planète lointaine, sous un ciel de cristal, la légende de Roger et Helena continuait de tisser son charme, prouvant que les valeurs les plus fondamentales de l'humanité, l'amour, la dignité et la capacité à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, étaient, en fait universelles, capables de transcender non seulement le temps, mais aussi les étoiles. L'histoire de Roger et Helena racontée par Lyra aux luminaires était non seulement traduite dans leur langage de lumière et de son, mais résonnait aussi avec leurs propres fréquences existentielles. Les luminaires, communiquant par des motifs lumineux chatoyants et des mélodies éthérées, absorbaient le récit avec une profondeur que Lyra n'aurait jamais imaginée. Ils comprenaient non seulement les faits, mais ressentaient l'émotion, la lutte et le triomphe contenus dans chaque mot, dans chaque image holographique de la place de rencontre. Pour les luminaires, l'idée de deux êtres si différents unis par un acte de bonté et un amour grandissant fut une révélation. Leur propre société, bien qu'harmonieuse, était rigoureusement structurée par des hiérarchies de lumière et de résonance. La philosophie de la rencontre, mettant l'accent sur la dignité intrinsèque de chaque individu et la capacité à transcender les différences, commença à susciter de nouvelles réflexions dans leur conscience collective. Lyra, observant les réactions des luminaires, comprit qu'elle avait trouvé la clé. Ce n'étaient pas des protocoles diplomatiques complexes, ni des démonstrations de technologie de pointe qui forgeraient une alliance durable, mais plutôt l'universalité de l'expérience humaine incarnée par l'histoire de Roger et Helena. Elle passa des jours et des nuits à Xylos, non seulement à discuter des conditions de coopération, mais aussi à partager des détails sur la vie du couple, les difficultés, les triomphes, la construction de l'entreprise, la création de la fondation. Les luminaires, à leur tour, commencèrent à partager leur propre champ de connexion, récits racontant comment différents schémas de lumière s'étaient harmonisés pour créer de nouvelles formes d'existence dans leur monde. Ils trouvèrent des parallèles dans l'histoire de Roger et d'Helena, reconnaissant la même quête d'équilibre et de sens. Ce lieu de rencontre devint un symbole commun, un point de convergence entre deux civilisations apparemment disparates. La mission de Lyra, initialement vouée à l'échec, devint une étape historique. La Fédération intergalactique et les luminaires établirent un traité de coopération mutuelle fondé non sur des intérêts stratégiques, mais sur une compréhension profonde et respectueuse de leurs cultures respectives. La philosophie de cette rencontre fut officiellement intégrée au principe du traité, garantissant que les interactions futures seraient guidées par l'empathie et la recherche de la dignité pour tous. De retour au siège de la Fédération, Lyra fut saluée comme une héroïne, mais elle savait que le véritable mérite ne lui revenait pas.
Dans son rapport final, elle écrivit « La légende de Roger et Helena n'est pas seulement une histoire terrestre, c'est une vérité universelle. Elle nous rappelle que, quelle que soit l'immensité de l'univers ou la diversité des formes de vie, l'essence de la connexion réside dans la capacité à voir l'autre, à l'apprécier et à construire un avenir ensemble, une rencontre après l'autre. Et ainsi, l'histoire qui a commencé avec un mécanicien au chômage et une femme d'affaires dans un carré sur une petite planète bleue a résonné à travers les galaxies, prouvant que l'amour, la dignité et l'espoir étaient, en effet, les forces les plus puissantes et les plus durables, capables d'unir non seulement les gens, mais des civilisations entières sous le vaste ciel étoilé. L'alliance entre la Fédération intergalactique et les luminaires de Xylos, forgée sur les fondements de la philosophie de la rencontre, devint un symbole d'espoir dans toute la galaxie. L'histoire de Roger et Helena, autrefois une légende terrestre, était désormais un principe universel, enseigné dans les académies diplomatiques et intégré au code de conduite de toutes les espèces alliées. La place de la rencontre, avec ses innombrables simulations holographiques, était un lieu de méditation et d'apprentissage, où dirigeants et citoyens pouvaient revisiter les origines d'une idée aussi puissante. À des années-lumière de Xylos, dans un secteur inexploré de la galaxie, une nouvelle crise se déroulait. Deux civilisations récemment découvertes, les Cathars et les Sylvani, étaient au bord d'une guerre interplanétaire pour les ressources d'un système stellaire disputé. Leur mode de communication était aussi distinct que leur physiologie. Les Cathars, êtres rocheux et imposants, communiquaient par vibrations sismiques, tandis que les Sylvani, créatures arboricoles et éthérées, utilisèrent la photosynthèse pour exprimer leurs pensées par des motifs lumineux et olfactifs. La Fédération envoya une équipe de médiateurs, dirigée par un diplomate chevronné nommé Xylos, un être polymorphe doté d'un esprit analytique. Xylos, pourtant maître en logique et en stratégie, estimait que les méthodes traditionnelles de négociation étaient inefficaces. Les divergences étaient trop profondes, la méfiance trop profondément ancrée. Il se souvenait du rapport de Lyra sur les luminaires et de l'efficacité inattendue de la légende de la rencontre. Avec une pointe de scepticisme, mais sans autre option, Xylos décida d'essayer une approche différente. Il demanda à l'équipe de traduction interspécifique de travailler sans relâche pour adapter l'histoire de Roger et Helena aux langues et perceptions des Cathars et des Sylvanis. La tâche n'était pas aisée. Comment expliquer la complexité des émotions humaines à un être rocheux ou l'idée d'une place en béton à un être arboricole? L'équipe travaillait par cycle, traduisant la dignité en résonance de stabilité pour les Cathars et d'épanouissement vital pour les Sylvani. Amour devint une fusion de vibrations renforçant la structure rocheuse et une interconnexion de racines et de lumière pour les êtres arboricoles. Le lieu de rencontre fut décrit comme un point de convergence primordial, où deux formes de vie trouvèrent un équilibre symbiotique. Lorsque Xylos présenta enfin l'histoire, non pas comme un ultimatum ou une proposition, mais comme un récit ancien, un événement inattendu se produisit. Les Cathars, dans leur lenteur géologique, commencèrent à émettre des vibrations de reconnaissance, leur corps rocheux résonnant avec l'idée d'une fondation solide née d'une rencontre. Les Sylvanis, à leur tour, déployèrent leurs feuilles et émis des motifs lumineux témoignant d'une profonde compréhension de l'interdépendance et de la croissance mutuelle. L'histoire de Roger et Helena, dépouillée de sa forme originelle et transmuée en vibrations et en lumière, a réussi à briser des barrières insurmontables. Elle n'a pas immédiatement résolu le conflit, mais elle a ouvert un chemin d'empathie, une reconnaissance que, malgré leurs profondes différences, la recherche de connexion, de dignité et d'un avenir commun était une aspiration universelle. Xylos observait avec émerveillement la légende d'un mécanicien et d'une femme d'affaires d'une petite planète bleue. Il y a des millénaires, continuait à tisser sa magie, unissant mondes et cœurs dans un univers aux possibilités infinies. Ce lieu de rencontre, par essence, était plus qu'un simple lieu. C'était l'idée même que la compréhension mutuelle était la clé de la paix et de la prospérité, où que ce soit dans le cosmos. La médiation sur Xylos, inspirée par la légende de la rencontre, a non seulement évité la guerre, mais a aussi inauguré une ère de diplomatie interspécifique sans précédent. Les Cathars et les Sylvani, tout en conservant leurs identités culturelles distinctes, ont commencé à développer un système d'échange de ressources
et de connaissance fondés sur les principes de réciprocité et de respect mutuel, si habilement transposés de l'histoire de Roger et Helena. La place de la rencontre, dans ces nouvelles interprétations sismiques et photosynthétiques, est devenue le symbole de leur nouvelle coexistence. La Fédération intergalactique, consciente du pouvoir inestimable de ce récit, a créé le projet Starroots. Son objectif était de cataloguer et de diffuser les récits de connexion et de résilience de toutes les espèces membres, créant ainsi une vaste archive de sagesse universelle. L'histoire de Roger et Helena, cependant, est restée la pierre angulaire, l'archétype originel qui a inspiré toutes les autres. Des millénaires passèrent. L'humanité, devenue une espèce multiplanétaire et interdimensionnelle, avait évolué au-delà de la compréhension de ses ancêtres. La Terre elle-même, berceau de la vie, était devenue un sanctuaire écologique, un musée vivant où les ruines de cités antiques étaient préservées aux côtés d'écosystèmes restaurés. Le lieu de rencontre originel, bien que recouvert d'un dôme énergétique pour le protéger des ravages du temps, existait toujours, minuscule point d'importance dans un univers en constante expansion. Dans l'une des stations de recherche les plus avancées de la Fédération, située dans une nébuleuse lointaine, une jeune historienne des données nommée Elara se consacrait à la recherche des origines de la philosophie de la rencontre. Elara, une humaine capable de traiter d'énormes quantités d'informations en temps réel, se sentait paradoxalement déconnectée de la simplicité des émotions humaines primordiales. Elle vivait dans un monde de logique, de données et de simulations parfaites. En analysant des documents historiques, Elara découvrit une anomalie. Un petit fragment de données, corrompu par le temps, semblait être le journal intime d'Helena. Grâce à des algorithmes de reconstruction avancés, elle put restaurer certaines de ses entrées. Elles contenaient des pensées intimes, des peurs, des espoirs et surtout l'amour profond d'Helena pour Roger et l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Aujourd'hui, Roger m'a dit que la place est plus qu'un lieu. C'est un symbole de ce que nous pouvons être lorsque nous nous autorisons à nous voir véritablement les uns les autres. Lu Elara, sa voix numérisée tremblant légèrement. Il a dit que notre amour n'est pas seulement le nôtre, mais qu'il est la graine de quelque chose de plus grand. La lecture de ces mots, si personnels et chargés d'émotions, toucha Elara comme aucune donnée ni simulation ne l'avait jamais fait. Elle qui avait toujours perçu l'histoire de Roger et Helena comme un ensemble de principes abstraits, comprit soudain la profondeur humaine qui se cachait derrière. Ce n'était pas seulement une philosophie, c'était le témoignage de deux cœurs qui se rencontraient et, ce faisant, changeaient le cours de l'histoire. Elara ressentit une émotion qu'elle ne parvenait pas à catégoriser dans ces vastes bases de données. C'était un mélange d'émerveillement, de mélancolie et d'une étrange sensation de chaleur. Elle réalisa que même dans un futur où l'esprit humain pourrait transcender les limites physiques, l'essence de l'expérience humaine, l'amour, la connexion, la vulnérabilité, demeurait la force la plus puissante et la plus mystérieuse de l'univers. Elle ferma les yeux et, pour la première fois, elle ne vit ni données ni algorithmes, mais l'image d'un simple carré, de deux bancs en bois et du soleil de l'après-midi, baignant deux êtres qui, par leur courage d'aimer, avaient allumé une lumière qui guiderait l'humanité à travers les étoiles et au-delà. La légende de la rencontre n'était pas seulement une histoire, c'était le battement de cœur même de l'existence. La découverte du journal d'Helena eut une résonance chez Elara comme aucune simulation ni analyse de données n'avait jamais atteint. Les mots, si crus et empreints d'une humanité palpable, révélèrent une dimension de la légende de la rencontre que l'historienne des données, habituée à l'objectivité et à l'échelle cosmique, n'avait jamais envisagée. Elle comprit que la puissance de cette philosophie résidait non seulement dans ses principes logiques ou son efficacité diplomatique, mais aussi dans la vulnérabilité et le courage de deux individus qui avaient choisi d'aimer et de construire. Elara passa des journées entières immergée dans les entrées restaurées, ressentant les joies et les peines d'Helena comme si elles étaient les siennes. Elle comprit que la philosophie de la rencontre n'était pas une froide théorie, mais le condensé d'une expérience profondément personnelle, témoignant qu'une connexion authentique pouvait naître même dans les circonstances les plus improbables. Cette révélation ouvrit une nouvelle dimension à sa perception de l'univers. Là où auparavant, elle ne voyait que des schémas et des informations, elle commença à discerner les courants émotionnels et les interconnexions sous-jacents qui unissaient toutes choses.
Inspirée par cette nouvelle compréhension, Elara décida d'entreprendre un pèlerinage. Quittant la station de recherche de Pointe, elle se rendit sur la terre ancestrale, au sanctuaire écologique où la place de rencontre originelle était préservée. À son arrivée, sous le dôme énergétique qui protégeait le site, elle retrouva la place exactement telle qu'elle était sur les projections holographiques, mais avec une présence qu'aucune image numérique ne pouvait reproduire. Elle s'assit sur le banc où Roger et Elena avaient partagé leurs premiers instants, sentant la texture du bois vieilli sous ses doigts. Le silence était profond, rompu seulement par le doux bourdonnement du dôme et le chant lointain des oiseaux terrestres. Elara ferma les yeux et, pour la première fois de sa vie, ne chercha ni données ni informations. Elle ressentit, tout simplement. Elle sentit la brise imaginaire, la chaleur du soleil de l'après-midi, la présence de deux cœurs qui, des millénaires auparavant, avaient transformé une simple rencontre en un héritage éternel. À cet instant, Elara comprit que la véritable sagesse ne résidait pas seulement dans l'accumulation du savoir ou la maîtrise de la technologie, mais dans la capacité à se connecter à l'essence de la vie, à l'empathie et à l'amour. La légende de la rencontre n'était pas seulement une histoire à raconter aux autres espèces. C'était une vérité à vivre, un rappel constant que, quel que soit le degré d'avancement de la civilisation, l'humanité, dans sa forme la plus pure, résidait dans la capacité à voir et à valoriser autrui. Forte d'un nouveau regard, Elara retourna à la Fédération. Elle poursuivit non seulement son travail d'historienne des données, mais devint également une fervente défenseur de la dimension émotionnelle de la philosophie de la rencontre. Elle commença à intégrer les entrées du journal d'Elena et d'autres documents personnels au récit de la fondation Roger et Elena, veillant ainsi à ce que les générations futures et les nouvelles espèces alliées comprennent que derrière chaque grand principe se cache un cœur humain palpitant, un cœur qui, tel les étoiles, rayonnait d'une lumière inextinguible d'amour et d'espoir. La nouvelle approche d'Elara, intégrant la profondeur émotionnelle des journaux d'Elena à la philosophie de la rencontre, transforma la perception et l'enseignement de la légende au sein de la Fédération. Ce n'était plus seulement un ensemble de principes diplomatiques ou un récit inspirant. C'était devenu une expérience immersive, une invitation à l'introspection et à la connexion personnelle. Les simulations du carré de la rencontre furent enrichies de fragments des souvenirs et des sentiments de Roger et d'Elena, permettant à chacun de ressentir la résonance de son voyage. Ce changement a eu un impact profond, notamment sur les jeunes générations. Les enfants de toutes origines, qui auparavant considérèrent l'histoire comme un événement lointain et grandiose, s'identifiaient désormais à la vulnérabilité et à la force du couple. Ils ont appris que le véritable courage ne réside pas seulement dans l'exploration de nouvelles galaxies ou la maîtrise des technologies de pointe, mais aussi dans l'ouverture d'esprit, l'acceptation de l'aide et l'entraide. Sur l'une des plus jeunes planètes coloniales de la Fédération, un monde en terraformation appelé Espéranto, la philosophie de la rencontre était le fondement de leur société. Les colons, un mélange d'espèces ayant fui les conflits sur leur planète d'origine, bâtissaient une nouvelle civilisation de toutes pièces, promettant une coexistence pacifique. Cependant, les tensions étaient inévitables. Les différences culturelles, les peurs du passé et les difficultés de la vie sur un nouveau monde menaçaient souvent l'harmonie. Kael, un jeune chef de communauté espérantiste, et Sylvanie d'origine ancienne, luttaient pour maintenir la paix entre les factions. Les colons Ketar plus réservés et les humains impatients étaient en conflit constant au sujet de la répartition des ressources et de la construction d'infrastructures. Kael, qui avait étudié la légende de la rencontre dans sa version la plus complète, enrichie des apports émotionnels d'Elara, estimait qu'il lui fallait plus que de simples protocoles. Elle organisa un festival de la rencontre, en Esperanto. Au lieu de discussions ou de réunions formelles, Kael invita tous les colons à se rassembler dans une clairière fraîchement terraformée, où ils avaient planté les premiers arbres indigènes et aménagé un petit étang. Au centre de la clairière, elle avait créé une représentation symbolique de la place de rencontre, avec des bancs fabriqués à partir de matériaux locaux et un petit monument émettant des motifs lumineux et vibratoires racontant l'histoire de Roger et Elena. Durant le festival, Kael n'imposa ni règles ni objectifs. Elle encouragea simplement les colons à s'asseoir, à observer et à partager leurs propres récits de rencontres. Les Cathares, initialement réticents, commencèrent à émettre de douces vibrations,
décrivant des moments où ils avaient trouvé stabilité et acceptation au milieu du chaos. Les humains, quant à eux, partageaient leurs espoirs et leurs craintes, leurs difficultés d'adaptation et leurs rêves d'un avenir meilleur. L'atmosphère de la clairière se transforma. Les barrières invisibles qui séparaient les espèces commencèrent à se dissoudre. Ils ne se disputaient plus les ressources ou les infrastructures. Ils partageaient l'essence de leur humanité, ou leur sylvanité, ou leur catarité. Ils voyaient en chacun non seulement leurs différences, mais aussi leurs aspirations communes, leur vulnérabilité partagée et leur capacité innée à se connecter. Kyle observa, le cœur débordant d'espoir, un Kétar tendre une de ses mains de pierre à un humain qui l'accepta avec un sourire. La légende de la rencontre, née d'un simple geste dans un carré de la terre, s'était épanouie en espéranto, prouvant que le véritable fondement de toute civilisation, où que ce soit dans l'univers, résidait dans la capacité à voir l'autre, à se connecter et à construire un avenir ensemble, une rencontre après l'autre. Sous le vaste ciel étoilé, le festival de la rencontre espéranto n'était pas un événement isolé, mais le catalyseur d'une profonde transformation. La clairière, autrefois simple lieu de rassemblement, devint le cœur de la rencontre, un espace sacré, où les différences étaient célébrées et où des solutions étaient forgées par l'empathie. Ce simple geste d'un Kétar et d'un humain tendant la main résonna dans toute la colonie, brisant des barrières qui semblaient insurmontables. Au cours des mois qui suivirent, Kyle et les autres chefs de la communauté observèrent un changement remarquable. Les discussions sur l'allocation des ressources, auparavant source de friction, débutèrent désormais par un moment de rencontre, où chaque espèce exprima ses besoins et ses préoccupations. Non seulement de manière logique, mais aussi émotionnelle. Les Kétars, par exemple, expliquèrent leurs besoins de stabilité sismique pour le développement de leur structure, et les humains, leur quête d'espace ouvert, rappelant leur terre natale. Les Sylvani, quant à eux, partagèrent l'importance de l'interconnexion, essentielle à leur bien-être. L'un des plus grands défis d'Espéranto fut de construire un système de purification d'eau répondant aux besoins physiologiques de toutes les espèces. Les conceptions initiales étaient complexes et coûteuses, favorisant une espèce au détriment d'une autre. Après le festival du rassemblement, une équipe plurispécifique s'est réunie au cœur du rassemblement. Au lieu de présenter des propositions techniques, ils ont commencé par partager leur histoire de l'eau, l'importance de l'eau pour la formation rocheuse de Kétar, le besoin d'eau pure des Sylvanis pour la photosynthèse et le souvenir des humains s'accrochant à l'eau cristalline des rivières terrestres. Cette approche, inspirée de la légende de Roger et Helena, leur a permis de considérer le problème non pas comme une simple question d'ingénierie, mais comme une nécessité vitale partagée. Le résultat a été un système révolutionnaire, utilisant les technologies de filtration Kétar, la bioépuration Sylvanie et le recyclage de l'eau par les humains, créant une solution symbiotique plus efficace et plus équitable que tous les plans précédents. Kyle, constatant le succès, éprouva une profonde gratitude. La philosophie de cette rencontre n'était pas une simple théorie, c'était une pratique vivante, un guide pour bâtir une société véritablement intergalactique. Elle comprit que la force de la légende de Roger et Helena résidait dans sa capacité à s'adapter à l'infini, à entrer en résonance avec l'essence de toute forme de vie, aussi différente soit-elle. L'espéranto prospéra, devenant un modèle pour les autres colonies de la Fédération. L'histoire d'un mécanicien et d'une femme d'affaires qui se rencontrèrent sur une place d'une petite planète bleue continua d'inspirer. Elle prouva que la véritable utopie n'était pas un lieu sans problème, mais un lieu où les problèmes étaient abordés avec empathie, où les différences étaient des ponts, et où chaque rencontre était l'occasion de construire quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus beau, sous le vaste ciel étoilé. La légende de Roger et Helena était, après tout, la légende de nous tous. Le succès de l'espéranto résonna dans toute la Fédération intergalactique, transformant la colonie en un symbole d'espoir et un modèle concret de la philosophie de la rencontre. Des délégués venus de systèmes stellaires lointains se rendirent sur place pour observer comment Kyle et sa communauté avaient bâti une société harmonieuse à partir d'espèces si diverses. Le carré de la rencontre, dans ses multiples incarnations et interprétations, s'avéra être plus qu'un symbole. C'était une méthode, un mode de vie. Inspiré par cette preuve vivante, la Fédération décida d'affronter l'un de ses plus anciens et plus insolubles dilemmes.
le conflit millénaire entre les Vorlags et les Xiliens. Les Vorlags, une espèce guerrière honorable dotée d'une structure sociale rigide et profondément attachée aux traditions, et les Xiliens, êtres dotés d'une intelligence supérieure et d'une société fondée sur la logique et l'efficacité, étaient en conflit territorial depuis des siècles. Leur culture était ainsi opposée que la communication était quasiment impossible, et toutes les tentatives de médiation traditionnelles avaient échoué, creusant la méfiance et le ressentiment. Elara, l'historienne des données qui avait redécouvert la profondeur émotionnelle du journal d'Helena, fut chargée de diriger la nouvelle initiative. Sa compréhension de la philosophie de la réunion allait au-delà du protocole. Elle comprenait l'âme de la légende. Kael, originaire d'Espéranto, fut invité à rejoindre l'équipe, apportant son expérience pratique de l'application des principes dans un contexte de coexistence. La première phase de la mission constitua un défi monumental. Les Vorlags percevaient la rencontre, proposée comme une faiblesse, une tactique visant à porter atteinte à leur honneur. Les Xiliens, quant à eux, la jugeaient inefficace et illogique, préférant les données et les traités formels. Elara et Kael savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement imposer la légende. Ils devaient l'adapter, l'intégrer à la trame culturelle de chaque espèce. Pour les Vorlags, l'histoire de Roger et Helena fut relatée comme la saga de deux chefs de clan rivaux qui, par un acte de courage et de respect mutuel, trouvèrent un terrain d'entente et forgèrent une alliance indestructible. Dignité se traduisait par honneur partagé et amour, par loyauté mutuelle. Le lieu de rencontre devint le champ d'honneur, un lieu où la véritable force se démontrait non pas par le combat, mais par la capacité à discerner la valeur de l'adversaire. Pour les Xiliens, le récit était présenté comme une étude de cas sur l'optimisation des ressources et la résolution des conflits, grâce à l'identification de variables émotionnelles et sociales. Roger et Helena étaient décrits comme des agents de convergence, dont les actions ont conduit à un équilibre systémique et une efficacité relationnelle sans précédent. Le point de rencontre était un point de confluence logique, où l'analyse des données émotionnelles a conduit à une solution supérieure. L'équipe d'Elara et de Kael travailla sans relâche, non seulement à traduire des mots, mais aussi à transmuter des concepts. Ils savaient que c'était la preuve ultime de la philosophie de la rencontre. Si la légende de Roger et Helena pouvait unir les Vorlags et les Xiliens, deux civilisations si profondément ancrées dans leur vérité, alors les accomplissements de la galaxie seraient sans limite. Le sort de siècles de conflits, et peut-être l'avenir de la Fédération elle-même, reposait sur la capacité de deux cœurs, d'une petite planète bleue, à continuer d'inspirer l'univers à se trouver. Adapter la légende de la rencontre aux cultures Vorlag et Xiliennes fut un processus délicat et long, exigeant une compréhension approfondie des nuances de chaque société. Elara et Kael, avec leurs équipes plurispécifiques, se sont plongés dans les archives historiques, les traditions orales et les systèmes de croyances des deux peuples, cherchant les points de résonance où l'essence de la légende pouvait s'épanouir. Chez les Vorlag, l'idée d'un champ d'honneur où la force se mesurerait à la capacité de construire plutôt qu'à la destruction, commença à faire son chemin. Les anciens Vorlag, initialement sceptiques, furent peu à peu séduits par l'éloquence de Kael. Fort de sa propre sagesse Sylvanie, il entrelaça le récit de Roger et Helena, de récits de bravoure et de sacrifices vorlagiens, démontrant que le véritable honneur résidait dans la protection de la communauté et la création de liens durables. Ils commencèrent à considérer ce rassemblement non pas comme une reddition, mais comme une nouvelle forme de conquête, une victoire sur la méfiance et l'isolement. Chez les Xiliens, l'équipe d'Elara présenta des modèles mathématiques complexes, démontrant l'inefficacité des conflits prolongés et l'optimisation des ressources que la collaboration pouvait apporter. Ils montrèrent comment l'analyse des données émotionnelles de Roger et Helena avait conduit à un algorithme de coexistence offrant des résultats supérieurs à toute stratégie de domination. Cette logique irréprochable, combinée à la présentation par Elara de l'empathie comme variable cruciale pour la stabilité systémique, commença à convaincre les intellectuels xiliens. Ils percevaient le point de confluence logique comme une évolution, une manière plus avancée de gérer les interactions interspécifiques. Le tournant fut atteint lorsqu'Elara et Kael proposèrent une rencontre d'honneur et de logique sur une planète neutre,
un monde inhabité qui serait transformé en espace de médiation. Il n'y aurait ni armes ni flotte de guerre, seulement des représentants de chaque espèce, invités à partager leurs histoires d'honneur et leurs analyses d'efficacité concernant le conflit. Aujourd'hui, les chefs Vorlag, avec leurs armures de cérémonie et leurs visages sévères, et les délégués xyliens, avec leurs appareils de données et leurs expressions calculatrices, arrivèrent sur la planète. L'atmosphère était tendue, chargée de siècles de méfiance. Elara et Kael, au centre du champ de confluence qu'ils avaient préparé, commencèrent à raconter la légende de Roger et Helena, non pas comme une histoire lointaine, mais comme un reflet de leur propre réalité. Ils décrivirent la douleur de la séparation, le courage de tendre la main, la vulnérabilité de l'ouverture et la force née de l'unité. Kael parla de l'honneur de Roger pour avoir protégé Helena et Elara de la logique d'Helena dans sa recherche d'une solution pacifique. Lentement, la rigidité des visages Vorlag commença à s'atténuer et les xyliens éteignirent leurs appareils, prêtant une attention qu'ils portaient rarement. À la fin du récit, un profond silence s'abattit sur les terres de confluence. Puis, d'une voix rauque, un ancien Vorlag commença à évoquer une ancienne bataille où l'honneur de son clan avait été terni par un malentendu. Un délégué xylien présenta ensuite une analyse de la façon dont une mauvaise communication avait entraîné des pertes inutiles pour les deux camps. Il ne s'agissait pas d'accusations, mais d'aveux de récits de souffrance et d'occasions manquées. Ce jour-là, sous un ciel étranger, la légende de la rencontre ne fut pas seulement racontée, elle fut vécue à nouveau. Les Vorlag et les xyliens commencèrent à se considérer non plus comme des ennemis abstraits, mais comme des êtres dotés d'histoire, d'honneur et de logique, qui, comme Roger et Helena, cherchaient une voie vers la coexistence. Le premier pas vers la paix, après des millénaires, avait été franchi, non par des traités ou des armes, mais par la puissance intemporelle d'une histoire d'amour et de connexion. Le silence qui suivit les premières confessions au Confluent Ground ne fut pas celui de l'hésitation, mais celui d'une profonde réflexion. Ces mots, chargés de siècles de douleur et d'incompréhension, avaient ouvert une brèche dans le mur de la méfiance. Elara et Kael, pressentant l'équilibre fragile du moment, ne forcèrent pas la discussion. Au contraire, ils invitèrent les dirigeants à rester, à simplement être en présence l'un de l'autre, permettant ainsi aux graines de la compréhension de germer. Dans les jours qui suivirent, le Confluent Ground devint un espace de catharsis et de révélation. Les Vorlag, avec leurs voix gutturales et leurs gestes fermes, commencèrent à raconter l'histoire de leurs ancêtres, de serments rompus et de terres sacrées profanées. Ils parlèrent de l'honneur comme pilier de leur existence et dirent que chaque affront était une blessure dans l'âme de leur peuple. Les xyliens, quant à eux, présentèrent à leurs analyses de données non plus comme de simples arguments, mais comme un moyen de contextualiser les pertes et le coût humain et xylien du conflit. Ils expliquèrent la logique de leurs expansions territoriales, perçues comme des besoins en ressources pour la survie de leur vaste population, et comment un manque de communication avait conduit à des interprétations erronées de leurs intentions. Elara et Kael servaient de passerelles, traduisant non seulement les mots, mais aussi les intentions et les émotions sous-jacentes. Elara aida les xyliens à comprendre la logique de l'honneur Vorlag, expliquant que la stabilité sociale et la cohésion culturelle étaient des variables cruciales pour l'efficacité de toute civilisation. Kael, avec sa sagesse empathique, aida les Vorlag à comprendre que la quête vorlagienne de ressources n'était pas un acte d'agression, mais une nécessité de survie, et que le véritable honneur résidait dans la protection de toute vie. Progressivement, le récit du conflit commença à évoluer. Ce n'était plus une histoire de méchants et de héros, mais celle de deux civilisations prisonnières, d'un cycle d'incompréhension. L'un des moments les plus poignants eut lieu lorsqu'un jeune Vorlag, dont le clan avait perdu une lune stratégique au profit des xyliens des siècles plus tôt, partagea le chagrin de sa famille. Un délégué xylien, au lieu de présenter des données sur les richesses minérales de la lune, expliqua comment cette même lune avait joué un rôle crucial dans la déviation d'un astéroïde menaçant l'un de leurs mondes coloniaux, un événement que les Vorlag n'avaient jamais compris. Cette révélation ne justifiait pas la perte, mais ajoutait une dimension de complexité, et pour la première fois, une étincelle d'empathie mutuelle. La tension commença à se dissiper, remplacée par une curiosité prudente. Ils commencèrent à discuter non seulement du passé, mais aussi de l'avenir.
Comment coexister? Comment honorer leur propre vérité, tout en respectant celle de l'autre? La réponse, comme Elara et Kael le savaient, était au cœur de la philosophie de la réunion. Construire quelque chose ensemble. La première proposition concrète est venue d'un Xilien. Un projet commun visant à terraformer une planète inhabitée à la frontière de leur territoire, la transformant en un monde de rencontres, comme un sanctuaire écologique et un centre de recherche où les deux espèces pourraient partager leurs technologies et leurs connaissances. Le Vorlag, quant à lui, proposa que la sécurité de ce monde soit assurée par une garde d'honneur, multi-espèces, où guerriers Vorlag et stratèges Xiliens travailleraient côte à côte. La légende de Roger et Helena, née d'une simple rencontre, réécrivait désormais l'histoire d'une galaxie. Le champ de confluence n'était plus seulement un lieu de médiation. C'était le berceau d'une ère nouvelle, où l'honneur et la logique s'unissaient pour forger un avenir de paix, prouvant que la véritable force d'une civilisation résidait dans sa capacité à se rencontrer, à se comprendre et à construire ensemble sous le vaste ciel étoilé. La proposition d'un monde de rencontres et d'une garde d'honneur multi-espèces fut accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme au sein de la Fédération. Pour les Vorlag et les Xiliens, il s'agissait d'un acte de foi monumental, une rupture radicale avec des millénaires de méfiance. Pourtant, la graine plantée au confluent avait germé, et la force de la philosophie de la rencontre les poussait à aller de l'avant. La planète choisie pour le monde de la rencontre était un orbe rocheux et inhospitalier, symbole parfait du vide existant entre les deux civilisations. Sa terraformation nécessiterait une collaboration sans précédent entre les deux espèces. Les Xiliens, forts de leur maîtrise de l'ingénierie et de la logique environnementale, ont développé des algorithmes complexes pour stabiliser l'atmosphère et créer des écosystèmes durables. Les Vorlag, forts de leur lien profond avec la Terre et de leur maîtrise de la construction robuste, ont été à l'origine de l'édification des premières structures, utilisant des techniques garantissant durabilité et harmonie avec l'environnement. Les premiers mois furent difficiles. Les différences culturelles, qui avaient autrefois mené à la guerre, se manifestaient désormais par des frictions quotidiennes. Les Xiliens trouvaient les méthodes des Vorlag inefficaces et excessivement ritualistes, tandis que les Vorlag trouvaient la dépendance des Xiliens aux données et aux simulations déconnectées de la réalité. Et sans âme, Elara et Kael, qui supervisaient le projet, passèrent des heures à méditer, leur rappelant la légende de Roger et Helena et leur force dans l'acceptation du point de vue de l'autre. Un incident en particulier marqua un tournant. Lors de l'installation d'un système d'irrigation complexe, une erreur de calcul xilien menaça de déstabiliser une structure Vorlag nouvellement construite. Au lieu de récrimination, un ingénieur xilien se souvenant des histoires d'honneur villagiennes s'approcha du chef d'équipe villagienne et d'un geste imitant la révérence villagienne, lui offrit une analyse approfondie de l'échec, ou assumant ainsi sa responsabilité. Le chef villagien, surpris par tant d'humilité et d'honnêteté, répondit non pas avec colère mais par une offre d'aide, démontrant comment ces techniques de renforcement pouvaient corriger l'erreur. À cet instant, l'honneur villagienne et la logique villienne se rencontrèrent, non pas en conflit mais en collaboration. Pendant ce temps, la garde d'honneur, multi-espèces, commençait à prendre forme. Les guerriers Vorlag, habitués au combat physique, étaient uniformés aux stratégies de défense et de communication xiliennes, apprenant à anticiper les menaces non seulement par la force brute, mais aussi par l'analyse des schémas et des vulnérabilités. Les stratèges xiliens, quant à eux, étaient imprégnés de la philosophie Vorlag du combat honorable et de la protection de la vie, apprenant la valeur de l'intuition et du courage personnel en situation de crise. Ils patrouillaient aux frontières du Nouveau Monde, non pas en gardiens d'un territoire, mais en protecteurs d'une promesse. Le monde de la rencontre commença à prospérer. Des rivières artificielles serpentaient à travers de verdoyantes vallées et des cités-jardins, alliant esthétique Vorlag et fonctionnalité xilienne, apparurent à l'horizon. Ce lieu devint un sanctuaire de biodiversité, un centre de recherche interspécifique et surtout un témoignage vivant du fait que la paix n'était pas l'absence de différence, mais leur célébration. La nouvelle de la collaboration Vorlag-xilienne se répandit comme une traînée de poudre à travers la Fédération. Ce qui paraissait autrefois impossible était désormais une réalité tangible. La légende de Roger et Helena,
né comme un murmure d'espoir sur une petite planète bleue, était devenu l'hymne d'une galaxie, prouvant que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la domination, mais dans la rencontre, dans la construction de ponts là où se trouvaient autrefois des gouffres, et dans la construction d'un avenir commun, une rencontre à la fois, sous le vaste ciel étoilé. Les années passèrent et le monde de la rencontre prospéra au-delà des espérances les plus optimistes. La planète, autrefois une cicatrice aride dans l'espace, se transforma en une mosaïque vibrante de cultures vorlag et xyliennes, témoignage vivant de leur capacité à coexister. Des cités-jardins où l'architecture de pierre et de métal vorlagienne s'entremêlait harmonieusement aux structures cristallines efficaces d'exyliennes parsemait le paysage. La garde d'honneur, multi-espèces, désormais un modèle pour toute la Fédération, patrouillait dans les cieux et sur les terres, non avec des armes de guerre, mais avec l'autorité d'une compréhension mutuelle. Elara et Kael, désormais figures légendaires, observaient le double coucher de soleil du monde de la rencontre, depuis un belvédère qu'ils avaient contribué à concevoir. La place de rencontre espérantiste originelle était un symbole. Ce monde tout entier en était la manifestation. La douce brise portait les rires des enfants vorlag et xyliens, jouant ensemble, leurs voix autrefois discordantes, désormais en parfaite harmonie. Ils ont trouvé leur propre chemin, n'est-ce pas? Murmura Kael, ses yeux sages reflétant la lumière dorée. La légende de Roger et Helena n'était que la carte. Le voyage, ils devaient le faire eux-mêmes. Elara hocha la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. Ils ont appris que la vraie force ne réside pas dans la conquête, mais dans la compréhension. Que la logique la plus efficace est celle qui inclut l'empathie et que le plus grand honneur est de protéger la paix. Elle tenait un petit fragment du journal d'Helena, celui-là même qui l'avait guidée dans son propre voyage. Helena et Roger ne se sont pas seulement trouvés. Ils nous ont donné le courage de nous trouver. Irmuska, la Fédération intergalactique, inspirée par le succès Vorlag-Xylian, lança des programmes de rencontres dans des dizaines d'autres systèmes, mettant fin à des siècles de conflits et construisant des ponts là où il n'y avait auparavant que des gouffres. La philosophie de la rencontre n'était plus une théorie, mais le fondement d'une nouvelle ère de paix et de coopération galactique. L'héritage d'un amour improbable, né sur une petite planète bleue, s'était étendu jusqu'aux étoiles les plus lointaines, prouvant que la connexion humaine, dans sa forme la plus pure, était la force la plus puissante de l'univers. Kael et Elara se regardèrent, le cœur rempli d'une profonde satisfaction. La mission était accomplie. L'univers, autrefois fragmenté par la méfiance et la guerre, apprenait enfin à se voir, à s'entendre et à s'embrasser. Et tout commença avec deux cœurs, un carré et le courage de se retrouver. Fin de l'histoire si le parcours d'Helena et Roger vous a touché, ainsi que leur redécouverte de la philosophie de la rencontre qui a transformé l'espéranto et finalement uni les anciens rivaux Vorlag et Xylian, alors cette histoire vous touchera profondément. Nous suivons le pouvoir de l'amour, de l'empathie et de la compréhension, qui se sont révélés être les outils les plus puissants pour bâtir un avenir pacifique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures, de liker pour nous montrer que vous avez aimé ce récit, de commenter ce qui vous a le plus touché dans cette saga intergalactique et de partager cette histoire inspirante avec vos proches. Et pour poursuivre ce voyage à travers des mondes imaginaires, découvrez la playlist à gauche, pleine d'autres histoires incroyables qui vous attendent.